Bonjour Monsieur Roland Hureau. Bonjour. Bon, on m'a dit, c'est pas la peine de parler de monsieur, mais voilà, je me suis fait avoir. Donc vous êtes tête de liste de Aimé Cahors. Oui. Euh, donc vous êtes soutenu par les Républicains? Non. Non? Non? Non, soutenu par personne. D'accord. Mais comme les Républicains ne soutiennent personne, je suppose qu'ils ne me seront pas défavorables, mais à vrai dire, je n'en sais rien. Très bien. Il faut dire qu'ils sont devenus tellement faibles que Bon. on peut se demander où ils en sont. Ouais. Très bien. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes un haut fonctionnaire français, Ancien. ancien, Oui. à la retraite maintenant. Oui, enfin, oui, continuez, oui. Et vous êtes aussi essayiste. Vous avez écrit, Enfin, depuis 20 ans, mon métier, c'est beaucoup plus d'écrire écrire. que d'administrer, c'est sûr. Très bien. Après, vous avez été élève à l'ENA. Vous avez Enfin, j'ai occupé. surtout été élève à l'école normale supérieure Oui. et agrégé d'histoire. Ces professeurs agrégés d'histoire d'ailleurs, ça ce sont des titres dont je suis fier. L'ENA, j'y suis passé un petit peu comme un étranger, où je ne m'y suis pas plu du tout. Hein, voilà. Ok. C'est quoi l'école nationale? Vous faites partie de. Vous avez été élève L'école de normale supérieure. l'école normale supérieure. C'est quoi? Ben, il y en a plusieurs, il y en a trois. Oui. J'ai été qui sont l'une à Paris, rue d'Ulm, j'étais pas à celle-là qui est la plus prestigieuse, l'autre qui était à Saint-Cloud qui est maintenant à Lyon, qui est également très connue, puis une troisième. C'est une concentration, au départ c'était pour former des professeurs, former des professeurs. Ah, d'accord. Maintenant il y en a qui vont dans tous les métiers, soit dans le domaine littéraire, et moi ma spécialité c'était l'histoire, soit dans le domaine scientifique. Je dirais que ma formation principale c'est quand même l'histoire et les sciences politiques, que Très j'ai bien. enseigné d'ailleurs en Bon. plusieurs reprises. Très bien. Parlons de votre activité politique. Vous avez été plusieurs fois candidat à Cahors Oui. dans le passé. Oui, je suis fidèle. Voilà. Politiquement, j'ai lu que vous étiez au RPR, au RPF, au Pôle républicain. Pour le républicain de Jean-Pierre Chevènement, oui. Oui. C'est pratiquement le seul d'où je n'ai pas été exclu. Parce que je suis un petit peu indiscipliné quand je Oui. dans les partis politiques. Ah, très bien. Bon. Après, j'ai lu aussi que vous avez lancé le Mouvance France, Oui, c'est un club de réflexion. Oui. un club de réflexion. Pas un parti politique, oui. Alors, je suis allé le voir Oui. et il y avait marqué en tout en haut de page que c'est laïque catholique. C'est pas moi qui l'ai écrit Ah, ça. c'est pas vous. Je l'ai même pas. Donc, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, hein? Je sais pas qui a écrit ça. Bon, alors je me demandais ce que ça voulait dire. Mais c'est pas spécifiquement catholique. Nous avons des gens qui ne le sont pas. Donc, Qu'ils ne sont voilà. pas. D'accord, voilà, c'est bien que vous le disiez. Si ça l'était, je n'en aurais aucune honte, mais ça n'est pas le cas. Et vous avez aussi dirigé une Radio Courtoisie. Non, non. j'ai Non, jamais ça dirigé. c'est faux. Non, j'y interviens de temps en temps, mais j'ai jamais dirigé D'accord. cette radio qui est une. Bon, et c'est plutôt d'extrême droite, c'est vrai ou pas? Non, non, moi, La vous radio, savez, je veux dire. je n'ai rien dirigé, je vais là où on m'invite. Et quand d'accord. on m'invite, j'ai été invité à LCI, j'ai été invité à France Culture, Oui, oui. j'ai été invité à Sud Radio, et D'accord. je ne regarde pas la couleur politique de ceux qui m'invitent. Très bien. Et je vois aussi que vous avez une décoration qui est en tant que chevalier du mérite agricole. Oui, ça j'en suis très fier, parce que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient cette décoration. En revanche, j'ai pas du tout couru après la Légion d'honneur, comme beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi être chevalier du mérite agricole? Vous avez fait Ouais, quoi? ça veut dire que le gouvernement, à un moment donné, vous reconnaît, de manière fondée ou pas fondée, ça a un certain mérite dans le domaine de l'agriculture. Mon premier livre était par exemple un livre sur le monde rural. Ah, Et puis je suis d'une famille d'agriculteurs. très bien. Bon, ben voilà, c'était rapide juste pour voir. Maintenant, on va parler de votre programme pour Cahors. Vous avez écrit un livre, je vais le montrer à la caméra. Voilà, ce livre-là. Cahors, cette ville que nous aimons.
Alors c'est assez étonnant de recevoir des petits livres comme ça pour des élections. Vous en avez fait combien d'exemplaires? Quelques milliers, Quelques milliers? Est-ce que tout le monde l'a reçu? je pense, oui. Mais Ouais. pas tous les Non, boîtes aux lettres, non. pas toutes, hein? Pas toutes les boîtes aux lettres. Ouais, Ça, nous n'avions pas les moyens de couvrir toutes les boîtes aux lettres. c'est clair. Mais enfin, en gros, une sur deux quand même. Une sur deux. Parce que moi, je l'ai reçu dans nos deux boîtes aux lettres, parce qu'on a deux adresses, D'accord. et certaines personnes que je connais ne l'ont pas reçu. Alors, je me demandais. C'est pas moi qui les ai distribués, hein, figurez-vous. Non, Donc, non, non, non. Et donc, ce livre, il fait 93 pages. Oui. 93 pages, et vous parlez dedans de beaucoup de choses différentes. En gros, votre programme tourne autour du patrimoine. Vous dites en gros que... Pas seulement, mais enfin, Pas seulement, je mais suis il y a beaucoup certainement de des points. candidats le plus sensible à la question du patrimoine, et qui est une question essentielle, puisque c'est la seule richesse de Cahors, vous savez. Et si Cahors, vous enlevez le patrimoine, Cahors est une ville totalement quelconque. Et Oui. Alors, je vais résumer vite fait, oui, après bien vous me sûr. dites si c'est bon ou pas. Par rapport au patrimoine, vous dites que la mairie actuelle et les autres maires, ils sont pris de bougisme, qu'ils ont a besoin à tout prix de construire pour se sentir Oui, existant, que les travaux sont souvent bâclés, ou alors ils jurent avec le style ancien oui, de Cahors. mhm, Souvent, ils sont mal placés. oui, Vous donnez des exemples comme l'hôtel Best Western, oui, l'auberge de jeunesse, bien sûr. qui est fait dans un style très moderne et qui a été placé à côté d'un pont médiéval, Oui. et que vous dites que ça va pas. L'université, c'est mal placé aussi. Vous dites que ça aurait été bien. Sur le plan urbanistique, l'université, qui est l'ancienne école normale, n'est pas mal placée. Non. Simplement, je pense que les étudiants, il aurait fallu les mettre au centre-ville. Oui, Parce que c'est. Si le cinéma ne marche pas, d'ailleurs, je n'exclus pas qu'on le transforme en université, qu'on déplace l'université là, où nous aurions quelques amphis qui seraient oui. très pratiques. Vous dites par exemple que ça aurait été pas mal de mettre les étudiants Au centre-ville. au centre-ville, par exemple à l'ancienne prison ou à la caserne. Ouais, les bâtiments inutilisés sont très nombreux, Oui. ou peu utilisés sont très nombreux à Cahors. C'est d'autant plus surprenant qu'on en construit du nouveau sans savoir à quoi on va utiliser les anciens, comme le palais, la prison, l'ancienne prison, ou comme qu'on appelle le château du roi. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas utilisées. Oui, oui. Hein. Il y a... Oui. Vous dites que ça peut aussi amener plus de vie dans le centre. Les jeunes, le soir, ils peuvent aller dans les bars. Bien sûr. Donc, c'est bien pour le commerce. Comme l'auberge de jeunesse, elle a été reléguée de l'autre côté du chemin de fer, ce qui est une espèce, symboliquement, c'est pas neutre. Ça veut dire que, au fond, ils ne nous intéressent pas beaucoup, ces jeunes. C'est une ville, on dit que c'est une ville de vieux, et on a une certaine mentalité municipale à cet égard que je regrette. D'ailleurs, j'étais au conseil municipal quand ça s'est discuté, je l'ai dit. Oui, en effet. Très bien. Après, vous dites, et là je vais vous citer parce que j'aimais bien ce passage par rapport au cinéma, que c'est un gaspillage d'argent. Et vous dites que le cinéma, ça faisait rêver les jeunes et que nous sommes dans une société de représentation où les images comptent plus que les réalités. Ce ne sont pas des architectes ou des urbanistes qui ont conçu le projet, ce sont des communicants. Oui, c'est pas les jeunes qui rêvaient du cinéma, ce sont les communicants qui entouraient M. Vessous-Fort qui se sont dit ça va faire, ça va plaire l'image d'un cinéma va plaire aux jeunes. À tort ou à raison, j'en sais rien, parce qu'en réalité le public n'est pas si jeune que ça, c'est plutôt l'âge intermédiaire. Alors on est parti de cette idée-là, qui devait être l'idée forte de la campagne précédente. Alors, je remarque que M. Vessous-Fort n'a pas tellement d'idées pour cette fois-ci, à part une passerelle sur pont de Câble-Sud, dont je pense qu'elle ne sert à rien. Mais ça en fait. Il y a deux choses. Chacun veut marquer son passage. Il faut absolument qu'il fasse un monument. Comme ils n'ont pas les moyens d'aller chercher une usine qui ne coûterait rien, ils font ça avec de l'argent public. Alors le cinéma, c'est partiellement d'argent public, partiellement d'argent privé. On nous dit que c'est rentable. Si c'était rentable, il va être laissé au secteur privé. C'est pas une activité municipale normalement. Oui. Très bien. Vous parlez aussi des plateaux qui sont délaissés.
des plateaux Oui, comme la Capelle, la Rosière, oui, la oui, Marchande, oui. et que voilà, qui sont laissés un peu pour compte. Saint-Cirice, l'Herbonnais, oui. Ouais. Que la ville construit beaucoup, par exemple beaucoup de logements sociaux, mais qui ne les entretiennent pas. Il y aurait besoin de plus de jardins publics, par exemple. Il faut Oui. penser un peu à des lieux À la de, Motte, par exemple, oui. ouais, des lieux de rencontres Oui, oui, sociaux absolument. pour Hmm. diminuer la délinquance, pour occuper un peu les jeunes. En tous les cas, dans les grandes cités, qui constituent une deuxième ville, qui sont ce dont une certaine bourgeoisie ne se rend pas compte. Vous avez des jeunes, quand ils se réunissent et qu'ils n'ont rien à faire, ils sont dans les escaliers. Ça ne plaît pas aux habitants, même si les habitants se sont pour partie leurs parents, mais enfin, et je pense qu'il faudrait des locaux de réunion. Alors comme il n'y a plus au Camp Bistrot du pont de Cabessus jusqu'à Bégousse, c'est il faudrait une initiative publique, je pense en effet, reconstituer des lieux de réunion. Il y en a eu dans le passé, mais il a suffi de petites dégradations pour qu'on joue les pets de sec et qu'on dise, bon, puisque c'est comme ça, on ferme. Mm. Il faut un peu plus de patience quand même avec un certain public. Mm. Et vous donnez de bons exemples de gestion du patrimoine qui sont Figeac et Gourdon, Oui. que vous trouvez, où là-bas ils ont Aucune fait. comparaison entre Cahors et la mise en valeur remarquable de Figeac et celle de Cahors. Mm. Quant à Gourdon, c'est un maire qui est passé déjà il y a 40 ans, Jean-Pierre Dano, qui était une figure politique importante et qui, en un seul mandat, a fait des choses extraordinaires. Oui. Mhm, très bien. Après, j'ai lu aussi dans votre livre, au niveau du patrimoine, vous parlez de Saint-Ursis. Vous dites que c'est dommage parce que c'est vrai, Oui. c'est une belle église. Mais le maire, il en parle, je crois, de voir si on peut faire des travaux là-bas. Mais moi, je voulais vous demander, c'est une anecdote qui m'a Il plu. est là depuis 12 ans, ce maire. Hein. Je veux Oui, dire, oui. en 12 ans, il a quand même le temps de faire des choses. Je vous parlais de Gourdon, Jean-Pierre Dano, en 6 ans, il en a fait des choses de manière extraordinaire. Quant à Figeac, c'est pareil, M. Malvy, visiblement, aimait Figeac, alors qu'on n'a pas l'impression qu'on a depuis très longtemps des maires qui aiment leur ville et qui la comprennent, ce qui suppose un peu de culture d'ailleurs. Oui. Et vous parlez d'une anecdote, vous parlez de l'abbé Bonnet. Oui. Alors, moi, je ne le connais pas. C'est Mais qui il faudrait le béatifier, mais enfin, il était très, très populaire, oui. dans le quartier de Saint-Ursis? Bah, il était curé de Saint-Ursis, oui, et puis Mhm, de Flojac, mhm. Saint-Georges, etc. Oui. Vous dites dans le livre qu'à un moment donné, il a été agressé. Oui, oui. Et puis, Par des gens qui voulaient lui voler son portefeuille, et puis qui n'avaient pas réalisé qu'il portait une soutane, parce qu'il portait une soutane un peu crasseuse. ah, Et moi, je l'ai connu que peu de temps avant sa mort, hein, j'ai pas connu. Et il était très populaire, très, très, très populaire. Et il avait. Et alors, oui, quand le voleur s'en est aperçu, il a dit excusez-moi, je m'en vais. Voilà. c'est une anecdote. Autre Mais c'est anecdote, hein. intéressant quand même. Il y a une autre anecdote, c'est quand il était à Rocamadour, il conduisait 2 évêques dans sa voiture, et puis au milieu d'une pente très abrupte, il leur fait croire que les freins avaient lâché. D'accord, Bon, c'est un ça ne blagueur. concerne pas Cahors, ça. Non, mais ça fait rien, c'est les histoires de Bien la sûr, ville. bien sûr. Ah oui, il faut les connaître, ces histoires. Vous avez des candidats qui ne les connaissent pas, qui Ouais. n'ont pas conscience de cet héritage. Oui. Ouais. Oui. Après, bon, parlons du thème de la circulation que vous abordez aussi beaucoup. Vous dites Beaucoup, un peu, oui, oui, oui. un peu, mais Oui. ça revient. Par exemple, j'ai fait un résumé. En gros, vous dites il faudrait penser au vélo, avec des parcs à vélo, faire des voies spécifiques. Vous parlez aussi du train, avec la ligne POLT, où voilà, Paris, en gros, Paris-Orléans, Oui. Toulouse. Et vous dites, moi je trouve ça assez intéressant du point de vue historique, vous dites en gros que Paris avait trop de voies qui couvraient la rayonnaient. France, qui rayonnaient, et qu'ils ont décidé à une époque de les limiter. Et Oui, que du coup, et bien sûr, absolument, absolument. Et d'effacer, de transformer la ligne Paul Paris, Orléans, Toulouse, Toulouse, en, en axe secondaire, ce qui est ridicule. ouais. Mais ça a été décidé, en effet. J'étais à la Datar, je travaillais à la Datar quand ça a été décidé, évidemment. J'étais à un trop petit niveau pour avoir la moindre influence. Et ensuite, ce plan continue à s'appliquer, ce qui fait qu'il n'y a pas de TGV prévu de Paris-Toulouse. Et oui, je le déplore beaucoup.
Alors, s'agissant de la circulation, il y a un sujet, le stationnement, j'en parle peut-être moins que d'autres, parce que je me rends compte peut-être mieux que d'autres que c'est très difficile à résoudre. Donc je me refuse à faire des promesses démagogiques. Hein. J'ai même parlé dans mon livre de sujets comme le patrimoine, le centre-ville, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, des enjeux faciles à comprendre. Alors c'est très facile de dire on va baisser les impôts, c'est très facile de dire on va régler les problèmes du stationnement, alors que c'est en réalité très difficile. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des progrès, au prix d'un effort considérable. Et je pense en effet que le système de stationnement aujourd'hui est très frustrant parce qu'il a été privatisé au sein j'allais dire d'une milice privée, hein, qui est commandée de l'étranger, puisque le siège social se trouve aux Pays-Bas, et qui ne s'occupe de rien d'autre en matière d'ordre public. Bon, ce système est inhumain, tout à fait inhumain. Très bien, j'allais vous en parler. Mais c'est pas parce que vous supprimez ce système que vous réglerez tous les problèmes. Ça, c'est une autre affaire. Oui. Excusez-moi, je vais juste revenir. Vous dites aussi que vous proposez l'idée d'avoir un téléphérique pour aller au Mont-Saint-Cyr. Un funiculaire plutôt. Un funiculaire. Oui. Très bien. C'est une idée qui avait été, qui traîne depuis longtemps. Il y en a qui la trouvent ridicule. Je ne vois pas pourquoi. Il a beaucoup d'avantages. Ça ne coûte pas grand-chose parce qu'à la limite, on pourrait même trouver un exploitant privé qui le fasse lui-même. Il y a en Suisse des gens qui font des propositions de ce genre, ou à Grenoble aussi. C'est économe en énergie parce que on ne consomme pas de l'énergie pour le faire monter, puisque c'est la benne qui descend qui fait monter l'autre. Donc l'énergie, c'est uniquement le frottement, donc c'est très écologique. Et puis j'ajoute que ça permettrait aux visiteurs de Cahors de passer 2 heures de plus, puisque c'est le plus beau point de vue qu'on puisse avoir sur la ville, la plus belle introduction qu'on puisse avoir au panorama de la ville, et donc vous auriez là un enrichissement considérable du patrimoine de la ville, à peu de frais. Un peu de frais, oui. Et vous parlez aussi, on pourrait relancer le petit train de Cahors. C'est beaucoup plus difficile. Cahors-Cajarc. C'est beaucoup plus difficile, et là j'en parle plus qu'au conditionnel, parce que ça coûte évidemment très très cher. C'est pas à la ville de Cahors de payer ça, mais je me refuse à considérer que ce train va être définitivement éliminé au bénéfice d'une voie verte. Alors, une voie verte, il y en a beaucoup de voies vertes, hein, et je crois qu'il faut faire des démarches. Je ferai des démarches auprès de la SNCF pour voir si ça ne les intéresse pas, non pas pour maintenir une ligne secondaire, mais pour avoir une opération exemplaire, c'est-à-dire un train qui suit une des vallées les plus belles de France, sinon la plus belle. Alors qu'il y passe un petit train comme il est passé un train pendant très longtemps, qui aurait une forte destination touristique, qui pourrait avoir une célébrité nationale, qui pourrait figurer dans les patrimoines alors, français. D'autres candidats, on parle aussi de ce train, on verra. Il parle de la voie verte, c'est pas la même chose. Et la voie verte, ça veut dire que c'est la fin du train. Le train Cahors-Cajarc, ils en parlent. Hein. Pour le faire oui, mais je crois M. Vessous aussi. Mais... Ah non, Vessous, non. Non, Vessous, je ne peux pas en parler. Il a un projet de voie verte. La voie verte, ça veut dire qu'on enlève les rails et qu'on en fait un lieu de promenade. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça devient un GR. Mais des GR, il y en a déjà. Non. Il ne faut pas tromper le monde. Le projet de M. Vessous, c'est la suppression définitive de ce train. Très bien. Par rapport au stationnement, vous en parliez, du coup, je notais en gros les 3 idées de votre livre. Vous dites, ce serait bien qu'on ait 1 heure gratuite. Oui, je ne suis pas le seul à le dire. Là, oui, pour pouvoir faire ses courses. Oui. Que les gens ne soient pas bloqués à chaque fois. Et de devoir... Surtout qu'il faut 10 minutes pour aller chercher le ticket. Il faut aussi remplacer ce système de tickets. Voilà, vous dites que c'est compliqué. C'est effrayant. Alors, qu'est-ce qui serait moins compliqué que ça? Le disque, par exemple. Des disques. Le retour au disque. Très bien. Enfin, des disques peut-être un peu plus évolués que ceux qu'on avait autrefois, mais oui. Une autre idée par rapport au stationnement, c'est que vous dites que ce serait pas mal de déplacer certaines administrations pour désengorger le centre-ville. Oui. Oui. Par exemple, les déplacer auprès de bâtiments d'EDF, puisque hélas, EDF a abandonné son centre lotois, il y a très peu de monde aussi aujourd'hui, mais vous avez un immense bâtiment qui est tout à fait disponible, qui pourrait convenir à certaines administrations de centre-ville,
dégorgerait. On l'a fait avec le conseil général. Hein. Oui, Le conseil général a été déplacé à rebours, mais ça peut se faire pour d'autres. très Et bien. du coup, vous aurez des places en centre-ville qui se libéreraient. Ouais. Mhm. Après, parlons commerce. Vous dites que ce qu'il faudrait faire pour aider le centre-ville et les petites échoppes voilà, des vieux quartiers, ce serait d'inciter les touristes à rester une nuit. Et une Bien sûr. nuit dans le centre, pour qu'au lieu de simplement passer, ils s'arrêtent, ils consomment et ils font vivre les commerçants. Oui, bien sûr, c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous comptez en parler, je me disais que tout l'été, il pourrait y avoir un grand spectacle qui oblige les gens à rester en soirée et donc à passer la nuit. Donc, le potentiel touristique de Cahors est considérable, encore considérable. Mais aujourd'hui, beaucoup de touristes suivent ce qui, dans les guides, c'est dit 3 heures de visite. Et puis ils vont loger à Montauban, ils vont loger à Moissac ou ailleurs. Et, alors que si on les occupe, s'ils montent au Mont-Saint-Cyr, déjà ça fait 2 heures de plus, parce qu'il y aura des activités au Mont-Saint-Cyr. Oui. Ensuite, si vous avez euh, le, le musée, à mon avis, là, on est en train de rénover à grands frais le musée, et ça ne sert à rien, parce qu'il ne sera pas plus intéressant qu'avant. J'avais proposé au conseil municipal qu'on fasse un musée de la ville de Cahors, avec l'historique de la ville de Cahors, et rien que ça. On éliminerait, Oui. on mettra ailleurs les tableaux d'Henri Martin ou Mhm. d'autres choses Oui, très oui. intéressantes, mais qui ne font pas partie de l'histoire de la ville de Cahors. Et là, vous auriez déjà un complément de visite. Oui, bien sûr, l'objectif, c'est de faire passer, c'est que les visiteurs passent une nuit. Donc ça Une fait nuit, vivre oui. davantage le tourisme, C'est oui, bien ça. sûr. C'est pour ça que vous parlez au niveau culture, il faudrait plus d'animations et des animations plus certaines un peu plus grandes, grandioses, pour vraiment en faire un endroit de passage. Par C'est exemple, le c'est Puy du bien Fou, sûr, vous dites? bien sûr, bien sûr. Bon, ce qui se fait au Puy du Fou se fait aussi à Valence d'Agen, ça se fait à Flagnac, ça se fait à beaucoup d'endroits. Euh, Nous avons une vie culturelle il y a des jolis concerts, il y a des choses comme ça, mais elle est complètement coupée du patrimoine. Et le patrimoine, il est tout sec. Vous visitez, vous flashez, puis vous repartez. Donc il faut Mhm. une articulation entre les deux. Alors le Puy du Foot est un exemple intéressant d'articulation entre un patrimoine. D'ailleurs, il est faible le patrimoine, c'est plutôt dans le village de Flagnac, par exemple, qu'il faudrait se référer, ou d'autres. Et il faut une articulation entre le patrimoine, c'est mettre le patrimoine en valeur par un grand spectacle, d'une forme ou d'une autre, mais qui raconte l'histoire de Cahors, à la fois pour les Cadurciens, pour leur remémorer ce qu'ils ont tendance à oublier, c'est-à-dire l'histoire de cette ville qui est absolument extraordinaire et inouïe. Vous avez un programme de Monsieur Vessouze, c'est le seul que j'ai lu d'ailleurs, vous pourriez, vous changez le nom des rues, vous pourrez le mettre dans n'importe quelle ville de France. Il n'y a aucune référence à la spécificité de cette ville. C'est Mhm. inouï. Oui, oui. Inouï d'ignorance et de platitude. Alors il y a ça, il y a l'aspect, et puis l'aspect animation, oui, il y a d'autres choses. On pourrait faire, par exemple, je sais pas, un festival de musique du XIVe siècle, puisque Cahors est une ville essentiellement du XIIIe, XIVe siècle. On peut faire beaucoup de choses, mais qui a un rapport avec le patrimoine et l'histoire de Cahors, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. Je voulais parler maintenant de ce que vous dites par rapport à l'économie. Je résume, hein, parce que vous avez ces 93 pages quand même, Ouais. mais vous dites Écrit gros. Hein. oui, mais qu'il y a une mauvaise gestion et que le problème principal, un, c'est qu'il faudrait aider plus les startups sur Cahors à se développer, surtout local, plutôt que de les laisser partir à Toulouse ou autre, et que il faudrait que c'est surtout le travail du maire qui est important et que Voilà. Pour le problème principal, c'est l'emploi. Et les jeunes s'en rendent compte. Si on veut garder les jeunes, il faut avoir davantage d'emplois. Et c'est très difficile aujourd'hui, dans une période de récession industrielle. Hein. Je compte quand même reprendre des contacts avec Airbus. Airbus qui avait pris contact il y a quelques années avec la municipalité de Cahors pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Mais qui a été, ils ont été reçus, pas mal reçus avec indifférence. Parce que
quand vous êtes dans l'industrie, l'industrie est des patrons. Un patron, il veut voir notre patron, il veut voir le maire. Il veut voir un maire qui lui paraît être un homme de confiance, un homme d'expérience, s'il trouve un freluqué, ben, il repart en disant j'ai pas d'interlocuteur, ou s'il trouve un petit pépère ou un fonctionnaire à qui on a dit ce sera le préposé à l'industrie. Donc tout dépend, il n'y a pas de recette miracle, mais le contact entre le maire et les gens qui veulent faire quelque chose est tout à fait essentiel. Donc il faut un maire qui ait les capacités d'intéresser un industriel qui passera par là, ou qui voudra faire quelque chose. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'idée forte, peut-être pas aussi claire dans mon livre, et qui me distingue certainement de tous les autres, c'est d'abord une vision de Cahors. La vision de Cahors, c'est qu'il faut un développement, y compris industriel, mais c'est lié au patrimoine. Je veux dire, le patrimoine, c'est notre matière première. À deux titres, bon, il y a le tourisme bien sûr, mais aussi le prestige de la ville. Et le prestige de la ville, ça compte pour attirer des entreprises. Or, si vous ne faites pas ce lien entre le patrimoine et l'économie, le patrimoine, c'est pas fait uniquement pour les esthètes, c'est fait aussi pour faire rayonner la ville, et faire rayonner la ville, c'est une manière d'y attirer des emplois. Des emplois. Donc il y a un lien intrinsèque entre la mise en valeur du patrimoine et le développement industriel. Et le développement des emplois, y compris des emplois pour les jeunes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, c'est fondamental. Vous avez une autre liste qui est avec Thierry Laurin, qui est chef d'entreprise. Est-ce que vous avez quelque chose en commun par rapport à cette vision du fait que le maire, en gros, ça doit être un capitaine d'industrie ou un chef d'entreprise qui ait le contact facile avec les autres patrons? Est-ce que vous avez ça en commun ou pas? Non, parce que je crois qu'il l'a piqué dans mon livre, et il ne le disait pas avant que mon livre paraisse. Ensuite, si vous voulez, le maire, avant d'être quelqu'un qui est un agent de relations publiques, d'abord il faut qu'il ait un réseau national. Hein, il faut qu'il ait un réseau national. Il faut qu'il ait un carnet d'adresses. Oui, un carnet d'adresses. Mais le carnet d'adresses, il s'enrichit avec l'âge, si je puis dire. Oui. Et puis il faut avoir navigué beaucoup en France et dans le monde. Et donc je ne suis pas sûr que l'intéressé est véritablement un carnet d'adresses. D'autre part, une mairie, c'est une entreprise de 700 personnes avec la communauté de communes. Une entreprise avec des règles très particulières qui sont des règles. L'administration publique, ça ne ressemble pas du tout à l'administration d'une entreprise. C'est infiniment plus complexe. Alors quand vous n'avez que l'expérience d'une PMI de 10 ou 15 emplois, je ne sais pas, ça ne vous apporte rigoureusement rien. Si vous passez à la tête d'une entreprise publique de 700 personnes, hein. En particulier, vous allez vous faire rouler dans la farine par la technostructure qui va vous expliquer pourquoi il faut augmenter les impôts. Et vous n'aurez aucun argument pour leur répondre. Non, enfin, je pense pas que... Vous dites que... c'est pas parce que vous avez été commerçant que vous êtes à même avoir un carnet d'adresses. Par exemple, je fais la semaine prochaine une réunion avec l'ancien directeur scientifique d'Airbus, bon, qui est un de mes amis. Hein, donc, en gros, vous dites que vous avez ce carnet d'adresses et que vous pouvez faire des choses. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, alors, pour une raison, qui n'est pas une bonne raison, c'est que je suis un peu plus âgé que lui. Une autre raison, c'est que j'ai beaucoup navigué, c'est sûr. Vous avez 72 ans. Non, un peu moins. Un peu moins? Un peu moins. D'accord. Bon, alors, continuez, un peu moins. Après, vous parlez aussi des pompiers, des urgentistes, et vous dites que la municipalité devrait faire pression sur le gouvernement pour qu'ils aient plus de moyens. Et que ça aussi, c'est un travail du maire, de ne pas les laisser tomber. Oui, bien sûr. C'est un lobbyiste. C'est d'abord l'administrateur d'une entité publique, avec des règles très spécifiques, qui n'ont rien à voir avec celle de l'entreprise, mais c'est aussi un lobbyiste pour sa commune. Moi, j'ai écouté Versus, personne ne le connaît en France, personne ne sait qu'il existe. Alors, dites-moi... moi, pardon, oui. Juste, imaginons que je suis nouveau maire, je ne sais pas comment faire pour être lobbyiste. Qu'est-ce que vous feriez en pratique, par exemple, pour aider les pompiers? Vous feriez quoi? Juste pour nous donner des idées.
Vous appelleriez quelqu'un au téléphone Tout dépend de la majorité. Si Oui, si vous avez la majorité. Les pompiers, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Je suis ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Oui. D'abord, je recevrai le capitaine, le colonel des pompiers pour Oui. qu'il m'explique La situation, ses besoins, etc. D'ailleurs, je compte aller lui faire une visite. Et pour les pompiers, je suis du même ministère qu'eux. Et j'ai quelques amis qui sont en général de pompiers, enfin j'en ai au moins un. Une fois que j'aurai bien connaissance du problème, j'irai les voir, ça c'est sûr. Très bien. Mais il n'y a pas beaucoup de secteurs où j'ai pas quelques amis. Et spécialement dans l'administration, mais aussi dans le secteur privé, dans le secteur de la presse et autres. Très bien. Après, vous parlez aussi de l'aéroport et que ça vous a un peu... Choqué profondément. Parce que quand j'étais premier adjoint au maire, nous avons fait beaucoup de démarches avec M. Bonave pour essayer de valoriser cet aéroport, essayer d'y attirer une ligne, enfin de mettre des installations qui l'air ne coûtaient pas très cher à l'époque, pour le rendre opérationnel. Et maintenant, ça a été déclassé en aérodrome. Il a été décidé que l'aéroport de Cahors il serait à Brive. Bon, c'est absurde, mais c'est comme ça. Et puis... M. Vessous est allé demander au ministère qu'on le déclasse. C'est pas le ministère qui l'a déclassé. Là, c'est pas une question de lobbying. Le lobbying, il s'est fait en sens inverse et contre les intérêts les plus évidents de la ville. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je soupçonne que ce soit pas de très bons motifs. Est-ce que c'est irréversible ou pas? Ça aussi, c'est une question dont je vais m'enquérir. On risque de me répondre, maintenant c'est trop tard. Mais à voir. Finalement, vous dites que le maire fait preuve d'électoralisme. Par exemple, il construit vite fait, mal fait, avec le béton lavé. Vous parlez du béton lavé. C'était absurde. Afin de pouvoir le faire à temps pour les élections. C'est vraiment une gestion de chef-lieu de canton. Je suis désolé, pour une des villes qui est une des grandes villes historiques de l'Europe. Pas de la France, de l'Europe, comme Venise, comme Sienne, comme Florence, comme Tolède. Nous sommes à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'il faut penser. Alors là, on a une gestion vraiment de très très bas étage. On s'est dit, il faut aplanir ces villes, on va mettre du béton lavé. J'étais hier au centre de Toulouse, ou avant-hier au centre de Toulouse, qui est une ville historique, mais enfin, moins typée que nous. Je veux dire, vous ne trouvez pas de béton lavé, vous trouvez des dalles partout. Toutes les villes du centre, on aurait pu au moins mettre des dalles. Les pavés, ça coûte jamais que les pavés, coûte très cher si vous voulez faire de bonne qualité, mais au minimum des dalles. Et quant aux pavés, c'est 20 ans de travail, qu'on a perdu 5 ans à faire quelque chose qu'un jour il faudra enlever. Ouais. Alors vous dites du coup que il y a des choses qui devraient se faire plus vite et il y a des choses qui devraient se faire plus lentement mais mieux. Oui. Par exemple, vous dites que pour Cahors, il faut 20 ans. Rénovation du centre-ville. Oui, voilà, parce que ça demande... La voirie, je vous parle de la voirie. Le reste, c'est tributaire de la dynamique que vous réussissez à impulser chez les propriétaires privés. Après, vous dites, par exemple, en parlant d'électoralisme encore, du bus gratuit et des halles qui ont été terminées juste avant les élections. Pour revenir au centre-ville, il y a eu dans le programme de M. Vessous la dernière fois, rénovation de la voirie de tout le centre-ville en 5 ans. Je m'engage à le faire en 5 ans. C'est une promesse absurde. C'est pour ça que je fais très peu de promesses. Parce qu'on fait des promesses absurdes. Vous savez comment on prépare un programme, et vous avez un petit groupe de travail, plus un communicant, etc. Les idées fusent, et puis on note, et puis on finit par promettre n'importe quoi. On avait promis le cinéma comme ça. Et puis une fois qu'on l'a promis, qu'on est élu, on se sent obligé de l'exécuter. Moi je me refuse à faire des promesses, et surtout à des promesses absurdes de ce genre. Là il est en train de promettre une passerelle sur le pont de Câble-Sud, je ne vois pas à quoi ça sert cette passerelle. C'est pour les vélos et pour les piétons. Oui, mais enfin ils ont la place, je vois passer, j'ai jamais vu un vélo. C'est pour... Vous poussez le vélo sur le pont et vous pouvez marcher, les gens ne se bousculent pas sur ce pont. J'ai jamais vu des piétons qui se bousculaient sur le pont de Câble-Sud. Alors ça peut avoir un intérêt, mais par rapport par exemple aux pèlerins de Saint-Jacques qui arrivent et qui ont un contact très brutal avec la ville en passant par ce pont-là, quand il y a un direct du GR65. Enfin, le trottoir est déjà assez large. Enfin, j'ai jamais vu un pèlerin de Saint-Jacques qui se plaigne qu'il n'y ait pas de passerelle
rentrer dans Cahors, c'est une plaisanterie. C'est histoire de faire des choses, il faut absolument faire des choses pour montrer qu'on existe et pour montrer qu'on est dynamique, mais c'est du faux dynamisme, ça n'apporte rien, et ça coûte. Et c'est pour ça que les impôts de Cahors sont élevés, parce que, je vais être brutal, des conneries comme ça, il y en a à chaque mandat. Monsieur Le Curu a fait un gigantesque parking qui a coûté très très cher, alors qu'il aurait suffi de 2 petits parkings, 2 ou 3 qui auraient contenu autant de place et qui auraient été évidemment moins spectaculaires, c'est sûr. Très bien. Bon, mais je vais passer, j'aimerais parler des autres listes. Est-ce que vous avez vu leur programme? Celui de Vessous, oui, les autres... Non. Non, pas. Non. Pas. Ça vous intéresse pas de comparer par rapport à vous? Écoutez, un peu, mais pas beaucoup quand même. Et puis, je suis quand même l'opposant de Vessous. De Vessous. Ouais. Les écologistes, ils sont bien gentils, mais enfin, je veux dire, ils ne sont pas des concurrents directs. Non, c'est vrai. Très bien, mais c'est juste que certains, ils ont des idées qui ressemblent aux vôtres aussi. Il a publié, dans ses tracts. Je déplore tout de même qu'il ait une vision très très étriquée de la ville. Et surtout qu'il s'attaque à des sujets qui sont très difficiles. On ne peut pas promettre aux gens qu'on va baisser les impôts sans se rendre compte de combien c'est difficile. Ouais. On ne peut pas promettre qu'on va résoudre les problèmes de circulation au centre-ville sans se rendre compte à quel point c'est difficile. Et puis ça manque de vision. Moi, j'essaie depuis des années que je suis à Cahors, je crois avoir une vision de ce que sera Cahors dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et il faut organiser la vie de Cahors en fonction de ça, et notamment par un accent sur le patrimoine. Et le patrimoine, c'est déjà de ne pas faire des bêtises, hein, pour le respecter. Alors, mais c'est aussi de l'animer, et c'est économique, c'est de l'économie, c'est pas que de la culture. Oui, oui, vous l'avez bien expliqué. Maintenant, voilà, j'ai juste quelques questions à vous poser qui ne sont pas par rapport à Cahors. Un mot sur le programme des écologistes, je les ai quand même entendus. Ils veulent qu'on fasse des économies d'énergie. Ben oui, bien sûr, hein, ne serait-ce que pour rétablir l'équilibre budgétaire. Si on pouvait dépenser moins d'énergie à Cahors, ça serait mieux. Et on peut, certainement. Il faut faire un programme. Et il est à la fois économique et énergétique. Bon, maintenant, c'est pas à Cahors qu'on va changer le climat, hein, la planète, ni même en France d'ailleurs, ni même en Europe, puisque l'Europe ne représente que 9% de la consommation de la production de CO2 dans le monde. Vous qui avez vécu en Chine, vous savez qu'il y a des producteurs de CO2 beaucoup plus intensifs. Alors, il reste qu'il y a des choses qu'on peut faire. Nous sommes sur la grande voie des migrations des petits passereaux et aussi des... Il y a aussi l'influence. Non, mais par exemple, faire un refuge pour les petits oiseaux, les petits oiseaux, ce sont les passereaux, la famille des passereaux, qui sont en voie de disparition. À part les moineaux, ils sont en voie de disparition. Les mésanges, les bergeronnettes, les bouvreuils, etc. Vous en voyez presque plus. Donc vous arrangez pour qu'il y ait un endroit, par exemple à Cahors, c'est un projet parmi d'autres. D'autres villes peuvent le faire, et je souhaite que d'autres villes le fassent, dans des conditions à étudier. Là, je pense que nous pouvons agir. Très bien. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour des questions d'ordre général, oui, bien mais sûr, qui touchent à des sujets bien sûr. voilà, où il peut y avoir des dissensions entre les... Alors, d'abord les gilets jaunes. Oui, je les ai fréquentés. Je n'ai pas honte d'avoir revêtu le gilet jaune, au moins tant que le mouvement était pacifique. Hein. S'il n'a plus été pacifique, c'est parce que M. Castaner a introduit ou laissé introduire des éléments de trouble, mais pas à Cahors. Cahors, c'est toujours été un mouvement pacifique. Mais je pense que notre présidence, qui me distingue aussi de la liste de M. Vessous et de M. Laurent, surtout, ce sont quand même des soutiens de l'actuel président de la République. C'est très très clair pour l'un, un peu moins clair pour l'autre, mais en gros, la bourgeoisie macronienne les soutient. Ça c'est clair, et je suis en rupture complète avec la politique
président de la République et même pas une politique française qui lui dicte l'étranger. Donc je n'hésite pas à dire qu'elle a le but délibéré de détruire la France. Alors, Très bien. pas seulement au projet de l'Europe, mais au projet d'un plan mondial de destruction des États. Et ça se traduit par beaucoup de choses, les dénigrements de la France à l'étranger, systématiques, une ouverture très très large à l'immigration malgré des discours contraires, alors qu'il y a quand même des régions qui sont à bord de la guerre civile, comme l'a dit son ancien ministre de l'Intérieur. Quelle région? Les grandes villes, les grandes métropoles, certaines grandes métropoles. C'est pas moi qui le dis, c'est le candidat à la mairie de Lyon, qui est monsieur, qui était ministre de l'Intérieur avant Castaner, et qui était évidemment d'un niveau très supérieur. Vous avez le bradage, la braderie des industries de défense françaises à des intérêts étrangers. Ça a commencé par Alstom, quand on était au pouvoir et que Macron était son ministre des Finances. Donc nous avons jamais eu dans l'histoire de France un pouvoir ennemi de son peuple. Et qui est une partie de ce peuple qui se révolte, gauche et droite confondues, d'une manière inédite, maladroite peut-être, assez confuse, mais c'est déjà un signe de santé de la population française. Alors il y a des gens, je connais des hôteliers à Cahors qui disent que ça fait baisser le chiffre. En fait, vous avez l'hôtel à côté qui n'a pas ressenti, on leur a mis sur le dos beaucoup de choses. Mais c'est le signe d'une vraie santé du peuple français. Très bien. Et je suis beaucoup plus avec eux qu'avec M. Macron. Bien. Après, légalisation des drogues douces, pour ou contre? Non, je suis totalement contre. On sait très bien que ce sont des expériences catastrophiques, partout ça se fait. Les maisons closes, pour leur réouverture ou pas? Mais d'abord, elles sont réouvertes. Je croyais que ça existait. Si vous parlez de la prostitution, je croyais que ça existait. Oui, mais qu'elles aient un lieu, un cadre pour les protéger, pour les légaliser, les officialiser. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Je pense que non, je ne pense pas qu'il faut que ça soit officialisé, même si ça l'est sur le plan fiscal, par exemple. Sur le plan fiscal, les agents des impôts considèrent que c'est une activité tout à fait légale et qui ne veut pas de percevoir une rente comme les proxénètes. Mais je suis contre cette montée du moralisme et de la moralisation dans notre société. Vous savez, vous pouvez plus, un professeur ne peut plus recevoir une étudiante sans ouvrir la porte pour qu'on ne l'accuse pas de l'avoir harcelée. Vous avez toutes ces poursuites contre Polanski, par exemple. Polanski qui c'est une affaire complexe. C'est parce qu'il a écrit un film il a fait un film il y a 5 ans très très critique de la politique américaine, que immédiatement les poursuites contre lui sont reparties. Souvent, les féministes, elles ne le savent pas. Non, il y a un assaut de moralisme dans notre société qui me... Contre l'homme, contre l'homme, la personne masculine, ou de façon générale? Plutôt, oui. De façon générale? Oui, plutôt, oui. Ouais. Non, oui. Plutôt... J'approfondis pas. D'accord. En tous les cas, je trouve que... Ouais. Voilà, je n'ai pas d'opinion particulière. D'accord. Après, pour le mariage homosexuel, pour ou contre? J'ai été contre. Vous avez changé d'avis? Mais c'est pas une raison, comme j'ai expliqué, c'est pas une raison. Je n'ai pas changé d'avis. C'est pas une raison religieuse, ni morale. C'est de l'anthropologie, et c'est même de la zoologie. Je veux dire, il y a 1 million d'années que la vie sur Terre se maintient par la différence sexuelle. Bon, je veux dire, enfin, à vrai dire, c'est pas tellement le mariage homosexuel, c'est la théorie du genre, qui est une théorie absurde, anti-scientifique. Comme dès que vous êtes en régime idéologique, vous avez une théorie non scientifique. Le marxisme, léninisme, enfin plutôt le marxisme, matérialisme dialectique, c'est de la fausse science. La biologie de Staline, c'est une fausse biologie. On peut continuer les exemples. L'ultralibéralisme qui règne aujourd'hui, c'est de la fausse économie. Je pense que
La théorie du genre, c'est de la fausse anthropologie. Donc voilà. Et donc c'est d'abord des raisons intellectuelles. Il ne faut pas faire des choses absurdes. Voilà. Par rapport à l'ultralibéralisme, vous dites que c'est de la fausse économie. En quoi dit de façon simple pour quelqu'un de jeune. L'ultralibéralisme est fondé sur l'idée que la libre circulation des marchandises, des capitaux et des hommes, mouvement migratoire, va faire le bonheur de l'humanité. Un petit peu comme les soviétiques pensaient que la suppression de la propriété, ou les chinois, la suppression de la propriété allait faire le bonheur de l'humanité. Et dans les deux cas, ça fait leur esclavage, parce qu'un monde entièrement ouvert, d'abord sur le plan économique, ça ne marche pas, on le voit, on le voit aujourd'hui, avec la crise économique qui s'aggrave au fur et à mesure qu'on libéralise, qu'on signe des traités avec le Canada et autres, ça n'entraîne aucune prospérité supplémentaire. Et puis, sur le plan social, c'est en réalité un espace où les pauvres sont plus pauvres et les riches sont plus riches. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, bon. et le volet sociétal, je veux dire, la théorie du genre, c'est d'une certaine manière le corollaire intrinsèque de l'ultralibéralisme économique. Voilà, j'ai une autre question, c'est à propos de la conduite à 80 km/h. Ah non, je suis contre ces limitations. Là aussi, il y a une escalade, de même qu'il y a une escalade moralisante qui conduirait à interdire la prostitution ordinaire. Il y a une escalade en matière de sécurité routière, il y a une escalade en matière de sécurité alimentaire, il y a une escalade dans tous les domaines, purement technocratiques, c'est-à-dire que les décisions ne sont pas prises par des politiques, mais par des gens des technocrates qui voient midi à leur porte. Et le résultat, c'est une vie de plus en plus compliquée. Je veux dire, les formalités, tout devient plus compliqué. Tout est codifié. Tout est codifié, on n'a pas de place. etc. Ouais. Non, 90, ça suffisait bien, et même à la limite 100, ça aurait été aussi bien. Très bien. C'est plus facile à retenir. Oui. À propos du référendum populaire, est-ce que vous seriez pour à la Suisse? C'est-à-dire, on peut saisir le gouvernement ou les parlementaires sur des sujets qui importent. Sur le plan local, oui, je suis pour le référendum local. Alors, il existe déjà, mais enfin, il faut l'accord du conseil municipal, ça ne devrait pas être nécessaire. Pour ce qui est du référendum d'initiative citoyenne, oui. Je suis pour le référendum sur la privatisation de l'aéroport de Paris. J'ai même, dans mes tracts, mis des allusions très claires à la nécessité de... j'ai indiqué comment on faisait pour signer la pétition. Sur le plan national, d'abord, les Français ne sont pas les Suisses. Au bout de 3 ou 4 référendums, sauf qu'il y a des taux de participation ridicules. Et je veux dire, c'est pas la seule. En fait, il y a un immense malaise, c'est le décalage entre ce qu'on appelle les élites, qui ne sont pas du tout des élites, parce que l'oligarchie, je préfère dire l'oligarchie, technocratique, politique, journalistique, etc., qui vit dans l'entre-soi parisien, ou pas parisien d'ailleurs, parce que vous en trouvez des représentants à Cahors, y compris sur d'autres listes, et le peuple au sens large, le peuple des campagnes, le peuple des villes, le peuple français, souvent le peuple étranger, sous le peuple classe moyenne comprise, classe moyenne, et un décalage de mentalité absolument considérable. On a beau voter, ça ne change rien parce que les politiques ne sont pas bons, et ils ne sont pas capables de ressaisir le pouvoir. Et la raison, c'est l'idéologie. C'est que nous avons une intoxication. Ce n'est pas l'idéologie maoïste, mais c'est une autre idéologie, une intoxication, mais qui se traduit dans les deux cas par la destruction de la culture, l'héritage culturel. Vous avez ce décalage. C'est pas en faisant des référendums, ou vous avez un bon gouvernement, et il n'aura pas besoin de référendum. Vous savez répondre aux besoins. Pour répondre aux besoins et aux aspirations, pas et besoin au bon sens. Qu'on saisisse. Et au bon sens. Au bon sens populaire, où vous avez un mauvais gouvernement, et c'est pas des d'abord il n'acceptera jamais des référendums. Vous n'imaginez pas une seconde que M. Macron va accepter un référendum d'initiative populaire. Oui. Voilà. Très bien. À propos de l'euthanasie. Ça s'appelle. Je suis partisan
du droit de mourir dans la dignité, sauf que mourir dans la dignité, non, je n'ai pas tout dit, mourir dans la dignité pour la condition humaine, c'est se battre jusqu'au dernier moment. Vous savez, je m'appelle Roland, comme Roland de Roncevaux. La dignité de l'homme, c'est de se battre jusqu'au bout. Et donc, c'est évidemment pas la conception, et puis, j'ajoute sur l'euthanasie que là où elle est pratiquée, comme par exemple en Belgique, elle conduit à des abus où la mort n'est pas aussi volontaire qu'on pourrait le penser, surtout avec l'accroissement de la population, un état de dépendance au-delà de 80 ans. Et là, il y a un risque. Très bien. Un autre sujet est l'Europe, enfin l'Union européenne. Vous en pensez quoi? L'Europe, je suis pour. Je suis un Européen par la géographie, par l'histoire, par la culture, par la civilisation, et un défenseur de la civilisation européenne. Je m'intéresse d'ailleurs à la culture autant des Italiens, des Allemands, des Anglais que des Français. Et c'est une très grande chose. Et quand je vois un président qui passe son temps à aller dénoncer le colonialisme, alors même que les peuples n'en ont pas un si mauvais souvenir, je me dis c'est une injure non seulement à la civilisation française, mais à la civilisation européenne. Quand on dit qu'il n'y a pas de civilisation française, que dit M. Macron en Algérie, il dit aussi qu'il n'y a pas de civilisation européenne. Moi je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y en a une. Dans la construction européenne telle qu'elle a été entreprise à Bruxelles, par Jean Monnet, qui n'est pas du tout un Européen, mais qui est un mondialiste, pour qui il s'agissait seulement de faire une branche locale de l'international mondialiste, qui veut un gouvernement mondial, entre les mains des plus riches, bien entendu, et des peuples qui n'aient plus l'État comme médiateur. Je suis totalement contre, d'autant qu'elle est destructrice pour beaucoup de choses, pour notre agriculture par exemple, pour nos petites villes, parce que lié à l'Europe, c'est la promotion des grandes métropoles, considérant que un espace grand comme l'Europe occidentale, ça doit être comme les États-Unis, ça doit être d'abord des grandes métropoles. Et puis les petites villes, comme Cahors, ça ne compte pas. Et ça, je suis très critique. Je suis en effet très critique, comme beaucoup de gens. C'est ce qui m'avait amené d'ailleurs à soutenir la campagne de Jean-Pierre Chevènement aux élections présidentielles de 2002. À l'étonnement de certaines personnes qui pensaient que j'étais un fiefé réactionnaire. Oui. Je vous remercie beaucoup. J'ai terminé plus ou moins tout ce que je voulais dire. J'ai juste, si vous voulez... Vous voulez prendre un verre, peut-être un petit verre? Oui, mais attendez un instant. J'avais juste une autre question. Alors, c'est juste par rapport au côté pratique des élections et de comment mener une campagne électorale. Je vois que c'est très... il n'y a pas de financement des partis politiques. Comment ça se passe? Alors, si par exemple... Est-ce qu'en gros, c'est si vous avez de l'argent, vous pouvez faire beaucoup de pubs, et si vous n'en avez pas, comment vous faites? Enregistré, oui. Ah oui. C'est juste, je demande l'opinion à chaque liste pour voir un peu comment ils se débrouillent. Chacun a ses fonds, chacun a ses soutiens. Mais alors, comment ça se passe en pratique? D'abord, la loi interdit tout ce qui est coûteux, à part les tracts et les livres éventuellement. La loi interdit de faire des publicités sur les grands panneaux, au moins plus d'un an avant l'élection. D'autre part, pour les candidats qui peuvent espérer légitimement faire plus de 5%, elle rembourse les frais personnels de campagne à hauteur de 15 000 euros pour Cahors. D'accord. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser plus de 30 000 euros, mais si de votre poche sont sortis jusqu'à 15 000 euros, l'État vous le rembourse, à condition que votre compte de campagne soit impeccable. Oui. Je me suis déjà fait avoir dans ce genre de choses. Ensuite, vous avez le droit à des dons plafonnés à 4 500 euros. Au total? Non, par donateur. Jusqu'à un plafond Non, vous pouvez vous faire entièrement financer votre campagne par des dons, mais les dons ne seront pas remboursés par l'État. Non. C'est uniquement vos dépenses de votre poche. Alors, pour ce qui est des dons, il faut que ça soit pas plus de 4 500 euros par personne physique. Mais si vous avez, par exemple, deux personnes, un couple, ils pourront donner 9 000 euros. Ou si vous avez beaucoup de fans, vous pouvez avoir 1000 personnes, vous pouvez retrouver un demi-million. Il faut du temps. En fait, ce qui manque le plus dans une campagne électorale, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et le temps, je veux dire, faire un appel 6 mois avant, tout le monde s'en fiche.
Oui. Et puis 15 jours avant, vous trouverez peut-être des supporters, mais on n'a plus le temps d'organiser ce genre de campagne, ou à moins d'avoir déjà de gros moyens, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin des petits donateurs. Et du coup, ça vous semble pas... Je lançais un appel à tous mes amis, oui, mais pas tellement à cœur, un petit peu. Oui, oui. C'est juste, je me posais la question que ça peut faire pencher énormément à la balance, parce que le fait que vous soyez plus vu parce que vous avez plus de fonds, parce que vous avez eu plus de dons, fait que celui qui est riche a un avantage. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de dons. Je parle pas par rapport à vous. Je parle par exemple d'un parti qui est fait de gens qui sont... Imaginez que les Gilets jaunes veulent faire... voilà, veulent avoir leur liste. Non, l'important, c'est d'espérer être capable de faire plus de 5% à peu près à coup sûr. Voilà, comme ça... Ouais. Il fut une époque où les banques vous le prêtaient, mais aujourd'hui, elles sont devenues tellement frileuses qu'elles ne prêtent plus guère. Il reste, donc il faut faire à l'avance et puis vous serez remboursé par l'État. Oui, c'est... En fait, globalement, les campagnes qui se font à Cahors aujourd'hui ne coûtent pas très très cher. Hein. Je veux dire, j'ai pas vu de dépenses inconsidérées. Non plus. Moi non mon plus. livre, on pense que ça coûte très cher, mais ça coûte pas plus cher que 2 tracts. Alors, oui, c'est quelques euros. C'est 50 centimes par livre. Ouais, c'est vrai. Coût de revient, oui, oui. Wow. Ah oui. Incroyable. Incroyable. Et enfin, ça, au total, ça fait quand même une petite somme, mais voilà, ça ne fait pas exploser les dépenses de campagne. Non, non. Et moins que le quadrichromie de M. Vessous, dont je suis sûr qu'il coûte plus cher que chacun de mes livres. Intéressant. Et si vous diriez que pour faire une campagne électorale municipale, quel est le budget moyen raisonnable pour Cahors, une ville comme Cahors? Le plafond légal, vous n'avez pas le droit de dépenser plus de 30 000 par Cahors. Hein, si vous serez, mais est-ce qu'on a besoin? Ça serait 60 000. Et puis... est-ce qu'on a besoin de 30 000? Je n'ai pas l'impression que personne va dépenser entre 5 et 10 000 selon... voilà. Très bien. Enfin, plutôt dit ça. Et quant aux petites listes qui s'appellent Cahors en transition, à mon avis, ils s'en tirent avec 2000, 2000, 3000. Ouais, je leur poserai la question si ça ne les dérange pas de répondre. C'est intéressant pour motiver un peu les jeunes à faire quelque chose, parce qu'on dit d'un côté j'ai peut-être pas les fonds et de l'autre côté j'ai pas aussi l'expérience. Est-ce que c'est difficile si du jour au lendemain il y a 35 personnes qui se mettent ensemble et qui décident d'être aux élections? Est-ce que le parcours est un parcours du combattant? Non, administrativement? Non, je pense que c'est assez facile pour eux de faire. C'est accessible. Attends, ils ont peu de chances de dépasser les 5%, donc d'obtenir le remboursement de l'État de la propagande officielle, c'est-à-dire des bulletins de vote, parce que autrefois les bulletins de vote et les professions de foi étaient remboursés par l'État, quel que soit le résultat. Aujourd'hui, ils ne sont remboursés que au-dessus, si vous avez 5%. Oui. Donc, les 35 personnes en cause, si ce sont des amis, des amateurs, ils risquent de ne pas faire 35%. Non. Ils risquent de ne pas faire 5%. Et ils vont perdre cette mise qui est entre 2000 et 2500. Ouais. Bah, si chacun met par exemple 100 €, ils ont 3500 oui, déjà. Absolument, donc c'est pas mal. Oui, c'est faisable. Ouais. Et puis après, il y a les dons. Et moi, je ne suis pas hostile à la multiplication des listes. Il y a des gens qui ont l'air de s'en effaroucher. Alors, je ne crois pas qu'ils s'effarouchent de trouver toute une série de produits dans leur épicerie ou dans leur supermarché. C'est juste bien de participer. Oui. Voilà. Mais vous savez, on a aujourd'hui le problème inverse, c'est-à-dire la réticence considérable des gens à s'engager. Oui. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Surtout du côté conservateur, d'ailleurs. Ouais. Mais merci beaucoup. Je peux vous serrer la main. Voilà. C'est la fin officielle de la vidéo. Merci.